Elle n'est pas difficile à trouver, elle a une forte présence médiatique. Elle monte sur les grandes scènes insulaires, elle a un site, un album, une page, et elle est visible, accessible et généreuse dans les interviews, mais ce n'est pas pour ça qu'on la reçoit aujourd'hui. On l'invite parce que derrière la visibilité, il y a quelque chose de plus rare, une trajectoire qui a refusé de se laisser mettre en ordre. Chanteuse, formée à la polyphonie corse la plus exigeante, diplômée de l'ESJ après un master de littérature, journaliste et depuis le premier jour du confinement, agricultrice et éleveuse de chevaux. L'angle de cet entretien est simple. Diana Salicetti a dit elle-même que sa vie est un éternel rendez-vous manqué. On va prendre cette phrase pas comme une boutade, mais comme une clé. La question centrale n'est pas comment faites-vous tout ça, c'est qu'est-ce qu'on apprend sur soi-même quand les choses ne se passent jamais comme prévu. Diana Salicetti, bonjour. Bonjour et merci pour ce magnifique chapeau. Je pense que je n'en ai jamais eu de plus beau. Oh, ouais, on verra bien. Vous vous êtes formé à la polyphonie auprès des plus grands. Vous avez intégré 2 formations féminines avant de vous lancer en solo. Vous parlez de vos maîtres comme ceux qui vous ont insufflé des petites flammes de passion. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi-même quand on apprend à chanter comme ça? Je ne parle pas de la technique, hein, mais vraiment de ce côté de la transmission. Oui, je chante comme... c'est sans aucune prétention, sans prétention aucune. Je chante un peu comme je respire parce que pour moi, être corse et chanter corse, c'est équivalent. Pour moi, s'exprimer en langue corse, c'est donner le son à mes oreilles originelles de ce qu'est la Corse. Et donc j'aime chanter comme si je voulais être une des parts d'expression de mon île à mon petit niveau. C'est me dire que si l'arbre, si le mur en pierre, si le chemin muletier, si la montagne pouvait chanter, peut-être qu'ils auraient un peu de ma voix. Voilà, donc j'aime beaucoup le silence, j'aime beaucoup la nature et je me dis que quand l'homme chante, il essaye d'être un peu le porte-voix, encore une fois, sans avoir une envie d'hégémonie sur la nature, mais plutôt avoir envie d'être le porte-voix du silence. La musique étant pour moi la plus belle interruption du silence qui soit. Est-ce qu'il vous arrivait en chantant de ressentir quelque chose qui ne vous appartenait pas vraiment, quelque chose d'antérieur à vous justement? Alors oui, j'avais un copain d'origine africaine avec qui j'avais collaboré sur Paris qui me disait: Diane, tu es une âme vieille. Alors est-ce que je suis une âme vieille? Est-ce que nous sommes tous des âmes vieilles ou la prolongation de vie antérieure? Ça, c'est un autre débat, mais moi, je me plais à croire que nous ne sommes pas nus comme des vers lorsque nous arrivons sur Terre. Nous le sommes d'une certaine manière biologiquement, mais je pense que de manière des chromosomes, de la filiation, de la détermination familiale et culturelle, on a forcément un bagage. Je ne sais pas si ça relève du chromosome, mais en tout cas, ça relève, je trouve, de l'héritage, même spirituel. Et il m'arrive souvent de me dire que tous autant que nous ne sommes que la continuité d'âme antérieure. Et donc peut-être que quand je chante, je porte ma famille et mes ancêtres avec moi. En tout cas, j'ai le sentiment parfois de n'être qu'une passeuse et que j'espère d'ailleurs qu'il y aura des passeurs après moi. Et il y en a bien entendu énormément avant. Donc j'ai une tendance à me prendre pour une feuille posée sur une rivière qui descend le cours de l'eau et qui subit un petit peu l'impétuosité des flots et qui des fois passe un peu sous l'eau, qui des fois reste sur la berge et puis continue. Et je pense que c'est ça la vie, ce grand fracas d'eau et de pluie et de torrents qu'on traverse comme on peut et qu'on doit surtout essayer de rendre beau et peut-être pas mémorable, mais en tout cas beau. Euh, Vous avez fait un mémoire de master qui s'intitule Corse-Québec, la formation du sentiment national des peuples minoritaires à travers l'image ou à travers l'imaginaire, il me semble, c'est ça? Oui, oui, vous êtes bien Euh, renseigné. c'est un travail académique sur exactement ce que vous faites depuis, c'est-à-dire beaucoup de travail sur la langue, sur l'identité, la résistance culturelle. Vous avez écrit ça à 22 ans. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose que vous aviez compris à l'époque et est-ce que vous abordez ce travail toujours de la même façon? C'est un mémoire qui est posé sur mon armoire à Corté et que je me plais à regarder des fois de loin comme un petit peu avec un goût peut-être amer d'inachevé. Mais là, j'ai repris un petit peu le pied à l'étrier à l'Université de Corse dans le cadre de recherche. Donc, j'atténue cette frustration puisque je n'ai jamais pu continuer par un doctorat comme il était normalement question pour diverses raisons. Et j'ai adoré travailler sur l'inextricable
collusion entre l'artistique et le politique et comment un peuple sans imaginaire n'a pas d'avenir, ni de passé politique, ni d'enjeu, et comment le fait littéraire et politique vont vraiment être le terreau de futures revendications. Et aujourd'hui encore, je me plais à croire que quand je chante, je milite. Quand je milite, laisse porter ma voix. Pour moi, je ne suis pas une militante politique affirmée. Vous ne me verrez dans aucun meeting, en tout cas pour le moment. Et pourtant, j'ai mes convictions. Et quand je chante, j'ai l'impression de me battre un peu. Et puis, quand je lisais, c'est Lionel Groux pour le Québec, c'est Yeats pour l'Irlande, c'est Roca pour la Corse, dans toutes les différentes revues que j'avais à étudier. J'avais l'impression que c'était beau, en tout cas, de lire un peuple qui se réveille et qui se rend compte qu'on leur a un peu raconté des fadaises et que l'âme ne s'efface finalement jamais, et que si on lui coupe les branches, elle ressortira en rejet, peut-être en bas du tronc, mais que ça sera appelé à prospérer d'une manière ou d'une autre. Donc la Diana de 22 ans a toujours le même avis sur son travail aujourd'hui avec l'expérience de la pratique? Oui, je suis une grande amoureuse je pense une amoureuse de la création, des créateurs, même des gens comme vous qui prennent un micro et qui créent quelque chose. Je pense que toute création est à féliciter, et elle est un signe positif vis-à-vis de l'identité autour de laquelle on est tous en train de graviter. J'aimais aussi faire des ponts avec l'Irlande et le Québec, parce que je pense qu'une identité ne se retrouve qu'en miroir avec d'autres. Toute seule, elle se meurt et elle ne peut pas c'est pas l'histoire de comparer, mais en tout cas se mettre en perspective par rapport aux autres. C'est pour ça que j'aimais cette matière de la littérature comparée, parce qu'elle ne donne pas à étudier qu'une littérature, mais plusieurs, et les faire communiquer entre elles. Aujourd'hui, je regarde ce mémoire avec la nostalgie de mes 20 ans, parce que c'était peut-être les plus belles années de ma vie. Être en voyage avec mon père qui était encore vivant et mes bagages. J'allais de Séville à New York, comme aujourd'hui je vais de Ajaccio à Ponte Lecce. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il y a des étapes, et j'ai adoré cette effervescence, intellectuelle que cela a dû provoquer en moi, cette envie de recherche, compulser comme ça des dizaines et des dizaines de revues, trouver la petite phrase, la remarquer, noter les bibliographies. Je trouve que c'est un très bel exercice intellectuel que de chercher, de questionner un peu les 3D des dissertes, définir, discuter et enfin dépasser pour avoir un avis un petit peu plus, peut-être pas formel, mais un petit peu plus pesé et sous-pesé sur un sujet. Le Québec et la Corse, ce sont deux cultures dans un état central. Qu'est-ce que le Québec vous a appris sur la Corse que vous ne pouviez pas voir depuis ici ? Justement avec cette perspective de la comparaison. Alors, c'était deux échelles très différentes. Ce qui était très rigolo, c'est que j'étudiais la glorification de la défaite avec la Corse, puisque Ponteno, c'est une grande défaite, mais nous l'avons glorifiée d'une certaine manière, puisque même les perdants chez nous sont des héros, et c'est totalement normal, puisque ça reste quand même le schisme marquant de notre histoire, et la fin forcément d'une ère d'indépendance. Et donc c'était intéressant de remarquer comment nous, Ponteno, ça a été changé en... Alors non, c'est une défaite, mais elle est victorieuse d'une certaine manière. En tout cas, elle est louée. Elle est encensée, voilà. Et le Québec, c'était la même chose avec les plaines d'Abraham, puisque c'est là qu'ils vont perdre leur indépendance, et qu'ils vont tout simplement passer sous le joug canadien. Et donc, ça m'a plu de voir la différence de perspective. Et aussi, nous, on a l'impression de lutter contre quelque chose d'énorme avec la France. Mais le Québec, c'est encore beaucoup plus énorme. Donc, peut-être que ça m'a aussi remis un petit peu les idées en place. On est un petit peu énocentristes, nous autres Corses. On pense qu'on est le centre du monde. Et puis quand on voit d'autres luttes d'émancipation comme au Québec, qui est toujours d'ailleurs en place, parce que mon but c'était d'étudier la première partie du XXe, et après de voir comment le Québec vis-à-vis du Canada a quand même eu ensuite la Révolution tranquille dans les années 70, et nous le réacquist, et comment c'était des phénomènes qui étaient quand même qui avaient des coïncidences très fortes. Et ça m'a plu de mettre en perspective les plaines d'Abraham, Ponteno, voir aussi comment des fois la fin d'une nation peut être la naissance d'un rêve fou et immortel,
comme pour nous depuis Panthéon, ou cette passion pour l'indépendance, ou du moins pour l'autonomie aujourd'hui. Pareil pour les Québécois qui n'ont de cesse de continuer à persister à être Québécois dans un État canadien et plus largement dans les États-Unis très, très hégémoniques. Cette façon de penser avant d'agir et parfois d'agir différemment de ce qu'on a pensé, on la retrouve dans votre premier album qui, je trouve, voyage beaucoup entre le doute et l'hésitation. Et il s'appelle Forte, qui veut dire peut-être pour les non-corsophones. Il est sorti en 2015, enregistré dans votre maison familiale en Castagniccia. Il traverse le chant corse, la tarentelle italienne, le fado portugais, la folk américaine et même un petit peu l'électro. Vous citez Anna Moura, Suad Massi, Lucilia Galeazzi comme modèle. Vous avez intitulé cet album Peut-être, et maintenant, 10 ans après, vous en préparez un autre. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce Peut-être ? Eh bien, on a trouvé le sûrement, je crois, puisque comme adverbe, ça veut dire peut-être, vous l'avez dit, et ça veut aussi dire sûrement. Quand on dit forse ma perte d'agu à pog, ou peut-être, mais en même temps, on est déjà sûr qu'on partira d'une certaine manière. Donc, c'était un adverbe qui ouvrait la multitude des possibilités de la vie. Mais je pense que j'avais déjà en tête ma trajectoire de vie et que je n'ai fait que la signer avec ce départ au village auquel j'ai procédé le jour du Covid, quand Macron nous a demandé de nous enfermer. Moi, je me suis désincarcérée de ma propre vie. Mais c'était sûrement le peut-être. C'était plus un sûrement que peut-être. J'aime bien ces adverbes qui ont mille définitions. Et surtout, la langue corse a plein de mots à tiroir comme ça, où on y voit on y entend ce qu'on veut. C'est aussi notre côté impétueux. On a un mot, mais derrière se cachent différents sens. Et encore plus qu'en français, je trouve. Et donc, c'était peut-être le début de ma clé des chants, ce peut-être. C'était un peu, je pense, un carnet de fin d'adolescence pour dire, voilà, ça c'est moi, c'est ce que j'ai dans le cœur, c'est ce qui m'anime, c'est mes peurs, mes doutes et mes manques, avec notamment le décès de mon père quand j'avais 20 ans. Et maintenant, le prochain album sera peut-être moins dans l'interrogation, pardon, et ça sera plus un « Eh ben voilà, on le savait ». Décidément, transition toute trouvée. Force a été enregistré en autoproduction, vous aviez 27 ans. Le deuxième arrive après Les Chevaux, après beaucoup de déconvenus. Est-ce que ces 10 ans s'entendent dans le son qui est à venir ? Alors, je sais pas, est-ce que le son a vieilli comme moi ? Non, peut-être pas. Par contre, c'est un renouveau. Je le vois un peu comme un énorme ouvrage qu'on aurait mis 100 fois sur la table. J'ai perdu mon équipe précédente, j'ai perdu mon projet, j'ai un peu perdu le fil de ma voix, j'ai même perdu la voix entre-temps. Et puis avec cette histoire de chevaux, de chiens que j'ai à mes pieds, de nature, je me suis un peu retrouvée et est revenue l'envie de chanter plus que tout. Et donc je me suis relancée me réengouffrer dans cette voie musicale à laquelle j'ai tourné le dos, mais qui finalement ne fait partie de moi. Et j'ai trouvé une nouvelle équipe, et forcément qui dit nouvelle équipe dit nouveau son. Je pense que c'est un son d'une femme qui a vieilli, mais d'une vie qui a trouvé vraiment sa voie. Donc voilà, c'est paradoxal. J'ai vieilli, mais mon son, je pense qu'il est plus jeune, dans le sens où il est peut-être plus près de ce que je suis vraiment. Mon son, il est assez fidèle à ce que je suis, peut-être plus qu'avant où je me cherchais encore. Mature ? Et peut-être plus mature et plus organique. Et du coup, avec l'organique, avec ce violon de Raphaël, les percus de Nadia, la guitare d'Arnaud et la basse envoûtante de Sylvain, eh bien, je crois qu'on peut moins mentir. Je suis plus à nu puisque je suis dans quelque chose de moins produit. Je suis quelque chose de plus acoustique. Et donc, je dois être forcément, je crois, plus en accord avec moi-même. Et comment il va s'appeler cet album ? Alors, je ne l'ai jamais dit, mais comme c'est un podcast que j'apprécie et dont je salue l'arrivée dans le monde médiatique insulaire qui manque de médias et de pluralité d'opinion, je vais le dire. C'est une exclusivité. Ça s'appellera, je pense, mais je ne suis pas certaine, mais je pense Sotte Souda. Donc, je suis Tissé, qui est le titre d'une chanson de Lucia Santucci que je lui ai empruntée, dont elle a accepté la mise en musique par mes soins, que j'avais faite à l'université de Corté un jour d'hiver quand il pleuvait. Et donc, so tessuda di rosso rosso. Et donc, tessuda pour dire je suis
tissé de rouge, de noir, le noir du deuil, du jaune de la jeune femme amoureuse, du blanc de tous ces tabliers lavés, relavés sans cesse par les récoltes, par les mises bas des chèvres, par la vie et ses affres. Et donc c'est une chanson qui raconte toutes les couleurs de la vie de la femme. Cette façon de laisser les choses prendre le temps qu'elles prennent, elle se retrouve dans la façon dont votre aventure agricole aussi s'est construite sans préétabli, il me semble. Au premier jour du confinement, vous quittez Ajaccio, vous rejoignez votre famille ici, à Porto-Polo, et vous commencez à démaquiser des oliviers à l'abandon. Vous avez écrit et décrit ce moment. Nous avons pu désincarcérer cette propriété du maquis épais dans laquelle elle se trouvait. De cette décision naît l'orque, une oliveraie sur des vergers anciens, une écurie, un projet de vie. Comment ça s'est passé ce premier jour ? Alors, c'était un projet mûrement réfléchi, mais de manière souterraine et peut-être inavouée. Puisque lorsque je travaillais dans les médias, j'avais dit à mes chiens un jour, entre deux émissions de France 3, je crois, un jour, je nous libérerai. Et je me rappelle, je me suis dit, je vois pas pourquoi tu dis ça aux chiens, ils n'ont pas grand pouvoir de réponse. Et j'avais l'impression qu'ils m'avaient compris et que comme d'un pacte tacite entre nous, on s'était dit qu'un jour, la ville, ça serait terminé. Parce que j'ai toujours vécu à la ville. J'étais une campagnarde du dimanche avec mes parents, que ce soit Porto-Polo, Tasso, Saliged, où mon père était maire et donc on y allait beaucoup. J'ai toujours eu une envie de clé des champs. J'ai toujours rêvé de ne pas être incarcérée, justement. La vie m'incarcère, je l'aime, mais à petite dose, et je déteste être enfermée. Je déteste être tenue à des horaires précises, genre de 8h à midi, alors que la lumière peut-être est la plus belle de la journée. J'ai un problème, je suis une énorme droguée de lumière. J'aime la lumière et j'aime aussi voir le temps passer. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de l'enfermement dans mes précédents métiers. Alors, j'adorais pour ça les lives, la télé, les extérieurs, mais c'est bien rare. Et donc, jour du Covid, je suis partie parce que de toute façon, j'étais acculée à la dernière limite de ce que j'étais capable de vivre. Donc j'ai dit là, Macron me demande de m'enfermer, c'est impossible, donc je pars. Et je suis partie un peu comme en cavale, parce qu'après il a fallu nettoyer ces terrains, mais c'était interdit de bouger. Donc comme j'avais déjà fait mes études agricoles en préparation de mon plan d'évasion, et que j'avais été déjà diplômée aussi du guide équestre, j'avais déjà les clés pour m'en aller, mais il n'avait plus qu'à ouvrir la porte. Et donc, je suis partie, j'ai pris ma mère parce qu'elle était en ville et mes chiens. À l'époque, je n'en avais que 2. Et on est parti ici et mon frère m'a aidé. Ici, il y avait de la rate, ça, vous savez, la salse pareille qui avait enveloppé tous les arbres. Donc, il a fallu la couper, la tirer branche par branche pour défaire les arbres qui étaient recouverts. Donc en fait, il y avait des sortes de tunnels de maquis et on les a petit à petit mis à terre et brûlés. Et puis on se faisait attraper des fois par les gendarmes qui nous demandaient ce qu'on faisait. Et heureusement, j'avais un petit sésame de la Chambre d'agriculture qui disait en future installation, donc possibilité de travaux en plein air. Ça fait quoi de créer quelque chose comme ça en famille ? C'était en fait, je pense que c'était le rêve de ma mère qui me disait toujours ah oui, un jour on fera de l'huile, de mon frère qui disait il faut faire quelque chose et tout. Et donc en fait on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose au village, et on a finalement fait quelque chose au village. Ça fait qu'on part de zéro, on part d'une page verte qui est le maquis et on commence à y édifier des projets. Ça a commencé avec ce débroussaillage intensif, déjà nettoyer les poubelles parce que ici, comme c'était une ancienne entrée du village, c'était devenu comme une décharge un peu sauvage. Donc ramasser les caddies, ramasser les boîtes de conserve de 1975. Et après, commencer avec un cheval et une selle, puis 2, puis 3, et maintenant il y en a à peu près 25. Et 8 chiens. Et il n'y a pas que ça. Hein. Il y a 8 chats aussi. Un terrain à l'abandon, est-ce qu'il y a quelque chose d'affectif dans le fait de le récupérer, le fait de rentrer dans une forme de création réparatrice ? Totalement. Moi, je suis pour la catharsis par l'action.
Et donc, ce terrain a été pas abandonné parce qu'il y avait des agriculteurs dessus, mais il était abandonné à mes oreilles, à mes yeux, à mon cœur par les siens. Et donc, repartir sur un terrain qui a compté pour moi, ma famille et pour mon père aussi, qui n'est pas d'ici mais qui est de Castaniche et qui a été adopté par les gens d'ici, ben, c'était un terrain qui était très important à ses yeux aussi. Quand j'étais enfant, il m'amenait, il me montrait, il passait tracteur, il avait gardé des ânes sur ce terrain et ça a fait partie de mon hagiographie d'une certaine manière, tout ça, ce grand terrain vierge avec les oiseaux comme vous les entendez aujourd'hui, le calme, la mer. C'est un petit peu un cadre quand même idéal. C'est un cadre idyllique, mais bon, à l'idyllique, il faut rajouter aussi du pratique, du sens. Et donc, on a créé l'Orca, parce que l'Orca, c'est le nom d'un chien qui est mort lorsque j'ai fait ma première récolte. Il s'appelait l'Orca, il s'est fait tuer par une voiture devant mes yeux alors que je ramassais mes premières caisses d'olives. Et j'avais dit en pleurant, tout ce qu'il y aura ici s'appellera l'Orca. Et en même temps, l'orque a pour, vous savez, le monstre dans les contes, notamment vers le Nebbio, il y a toujours l'orca qui t'a osé di un brocio, chissà come lui odiano e tradizione, e Isapeva, pardon. Et en fait, c'est intéressant de voir que cet orque, je l'ai un petit peu ressuscité à ma manière pour montrer les savoir-faire anciens, parce que je rêve qu'ici un jour il y ait des constructions de murs, des ateliers autour des murs, des ateliers autour de l'attraction animale. Il y en a déjà un petit peu, des échanges avec des professionnels, des associations. En fait, je veux que le lieu soit un lieu de foisonnement culturel et patrimonial. L'Orque, aujourd'hui, c'est une oliveraie en production sur des vergers anciens. C'est aussi une écurie, des chevaux, des balades, qu'elles soient botaniques, œnologiques ou historiques, avec des spécialistes locaux rémunérés pour chaque sortie. Vous avez appelé ça un concept store agriculturel. La Corse du Sud, elle, perd chaque année des exploitants agricoles, les terres se spéculent, les jeunes peinent à s'installer. Comment vous avez construit ce modèle et est-ce que ce que vous avez fait là répond à quelque chose de politique ou du moins qui vous tenait à cœur? Alors, je vais vous dire que je l'ai fait de manière totalement spontanée et non réfléchie. Et sans aucune velléité politique. Et puis plus le temps passe et plus je vois comment la Corse avance, plus je me rends compte que c'était un acte peut-être militant, pas désespéré, mais militant et un peu maintenant énervé. Et maintenant, j'avoue que plus qu'avant, je comprends le problème foncier. Plus qu'avant, je comprends les villages qui veulent se développer autour du tourisme et non pas de l'agriculture, ou en tout cas qui n'intègrent pas que l'agriculture et le tourisme soient peut-être compatibles. Les jeunes qui n'arrivent pas à chercher à trouver de terre pendant 5, 6, 7 ans. À la fin, ils sont même plus jeunes et ils n'ont toujours pas trouvé de terre. J'ai vraiment maintenant, plus que jamais, j'ai à cœur ces problématiques. Et puis, c'est bête, hein, mais les murs qui s'effondrent, les chemins qui sont abîmés, les gens qui brûlent sans diriger, les gens qui spéculent, les gens qui vendent, les gens qui attendent que ça devienne constructible. Et qui donc en attendant préfèrent que ça meure plutôt que d'y mettre un jeune. Les gens qui ne croient plus en le potentiel de la terre aussi. Voilà. Après, je n'ai rien contre quelqu'un qui a un terrain de famille et veut un jour le lotir. Hein. Mais finalement, je crois que finalement, maintenant, on attend tous. Enfin, que j'ai l'impression que les PLU sont les futures bibles de cette population et qu'en attendant, on va peut-être tous disparaître. Alors que si on laisse la place à un jeune sur un terrain qui peut-être ne sera jamais constructible, on peut aussi laisser la place à un avenir, à une future famille qui s'installe, à un visage plus dynamique. Donc oui, je suis plus radicale peut-être qu'avant dans ma vision du foncier. Après, il faut le composer quand on est agriculteur. Je remercie les gens qui, des fois, me laissent un terrain pendant 6 mois parce qu'ils veulent que ce soit propre avec les chevaux. Je vis un peu comme une bergère aujourd'hui. Donc, je n'ai le sentiment de n'avoir rien en possession. Alors, pourtant, j'ai acheté des terres avec la SAFER, donc je suis propriétaire. Mais je suis que locataire, je suis que de passage. J'ai vraiment un gros détachement par rapport à ça. Je pense qu'il faut revenir un peu à cet aspect ancien de je viens, je cultive et puis les prochains feront. Parce que là, on dirait qu'on vit comme si après nous, il n'y avait plus rien et que de toute façon, ça importait peu. Alors que nous ne sommes que des locataires et que les futurs propriétaires sont nos enfants. Et que si on se met tous à détruire tous le peu qui nous reste, il ne va pas rester grand-chose.
Est-ce que l'orque a été un modèle que d'autres pourraient reproduire ou il y a quelque chose qui tient à des conditions très particulières que vous avez su réussir? Je ne sais pas. Moi, je suis un modèle parmi tant d'autres. On est plein de jeunes aujourd'hui. Je pense aux Figues de Barbarie, de Gran Amour. Je pense à la jeune Noah Drama qui est là-haut vers Fort Chowle, qui fait des produits exceptionnels autour des aromates et des aromatiques, pardon, et des tisanes. Je pense aux jeunes d'ici, du Calisté, qui font de l'hébergement, mais aussi des jardins où on peut y manger. Je pense à plein de produits comme ça. Je n'aurai assez d'une émission pour les citer tous. Mais je pense qu'à nous tous, on est une grande bible d'éventualité pour la Corse et que c'est dans ces initiatives-là que se joue le vrai avenir de la Corse. Alors nous ne sommes, pour citer Pierre Rabhi, que des petits colibris. Nous ne portons que de très petites gouttes d'eau. Mais on communique et peut-être qu'une jeune femme qui ne sait pas quoi faire et qui a du potentiel ou à qui on a par miracle laissé un bout de terrain va se dire Eh, moi aussi je vais créer mon monde avec ma vision. Alors c'est un peu une petite république libre de Autogéré. l'orque à autogérer. Notamment, hein, c'est un parti clairement animaliste, je pense. Non, mais en tout cas, pour être plus sérieuse, créer son univers comme j'ai essayé de le faire, c'est prendre des risques, c'est pas forcément plaire à tout le monde aussi. C'est geler un foncier qui n'aura d'autre destination que l'agriculture et la culture. C'est décider de tourner le dos à un certain développement qu'on nous a imposé et c'est en proposer un autre. Proposer un chemin de traverse et j'irai jusqu'à où cela est possible. Moi, je me plais à croire que ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Concept store agriculturel. C'est vous ou il y a un consultant quelque part en marketing qui s'est caché à l'orca? Non, je pense que c'est l'ancienne journaliste qui se plaît à mettre des mots sur chaque chose pour comme vous le faites là actuellement avec moi, essayer de résumer des choses dans des concepts parlants. Et c'est vrai que le concept store, on en voit partout et peut-être qu'on peut voir des concept stores à Serra d'Hiver ou dans les Oliviers. C'est un endroit où on trouve différentes choses. Certains viennent parce qu'ils veulent faire du cheval, certains viennent parce qu'ils veulent caresser un chien, certains viennent parce qu'ils veulent apprendre à faire du miel et d'autres parce qu'ils veulent passer un moment autour d'un feu. Alors, vous voyez, on a différents produits. Vous avez été très rapide, hein. J'ai pas eu le temps de marquer le miel, hein. Entre l'élaboration de la trame et la concrétisation de ce projet apicole. Ce que vous avez construit à l'Orque, vous avez eu à le défendre, et pas seulement face aux difficultés administratives et économiques. L'Orque a été cambriolé 2 fois. Comment on continue après ça? Ah oui, c'était un coup dur. Très, très, très gros coup dur. Je peux vous dire que je crois que j'ai rarement pleuré autant. C'est un peu aussi être. Enfin, alors, il y a 2 lectures. Moi, j'ai des amis de mon village qui me disent Mais non, c'est rien. Même mes chiens m'ont demandé de beaucoup relativiser. Non, j'ai des amis qui m'ont dit Diane, il y a des malfaisants partout, des malfrats partout. C'est pas grand-chose. C'est de la délinquance agricole. Bon. Et moi, avec ma nature, j'ai vu ça comme le fait d'être désavoué par les miens et de pas sentir énormément de solidarité aussi auprès des miens, plus vis-à-vis des réseaux où j'ai mis un peu comme une bouteille à la mer, un statut en disant ce qui s'était passé factuellement comme une journaliste. Et j'ai reçu, je sais pas, des milliers, des milliers, des milliers de messages et beaucoup de soutien, plus que par mes proches voisins presque. Donc, je me suis dit, bon, les réseaux ont ce côté positif que de rassembler parfois autour de petits drames, parce que c'est un petit drame, voilà, de faire 100 litres d'huile et d'être dérobé dans la nuit, c'est totalement affligeant. Et je l'ai vécu un peu comme... je l'ai vécu de manière archaïque, comme si on voulait me mettre à côté de la tribu. Et puis après, j'ai repris la lecture et je me suis dit, c'est aussi peut-être juste quelqu'un que j'embête ou c'est peut-être juste quelqu'un qui avait envie d'huile. De manière beaucoup plus Sacrée soif, hein, 100 pragmatique. litres. Non, mais c'est pas pour dédramatiser, mais au début, je l'ai vraiment vécu comme une gifle et maintenant, je l'ai oublié. Parce que j'ai une faculté qui, je pense, m'aide à faire des choses. C'est que quand ça ne se passe pas bien, j'oublie instantanément. Au-delà du matériel, quand on se fait prendre quelque chose qu'on a construit de ses mains, c'est pas seulement une perte d'objet. Qu'est-ce qui vous a touché? Je déteste le vol, le larcin, ça va toujours poser un problème. Je déteste. Je n'ai jamais rien volé, je crois, à part quand j'étais enfant, une mini figurine dans un magasin. Et je pense que j'ai été châtiée par ma mère pendant pas mal de temps. J'aime pas le vol.
Puis c'est tellement dur de faire de l'agriculture, on gagne tellement pas d'argent, clairement, pour être très factuel, que de voler la personne qui ne gagne déjà pas grand-chose, je trouve que c'est comme si je sortais le dernier... enfin, je sais pas, le dernier bout de tissu à un mendiant. Je veux dire, je trouve que c'est lamentable. Ça m'a mis par terre. Et puis après, comme j'ai une grosse rage en moi quand même, qui est, je pense, transgénérationnelle. Je pense qu'elle vient d'ancêtres sûrement, dont je n'ai pas encore identifié peut-être la source de la rage. Mais je me laisse pas trop abattre et je continue. Je trouve que si on vit en village, on a un peu cette fable de penser que le village, c'est le rêve, c'est le calme, c'est les chiens qui courent et les oiseaux qui chantent. Et en fait, le village, c'est aussi l'isolement social, les hivers très longs, le silence des soirées sans vie sociale, le on-off de la saison. Donc j'ai vu aussi, en fait, ça m'a mis face à la vie à laquelle j'avais aspiré. Et je me suis dit, tu as voulu la campagne, et ben maintenant tu l'assumes avec ses bonheurs et ses travers. Le travers étant qu'il y a aussi des gens désœuvrés par ici et que forcément, un soir, ils ont dû se dire que prendre mon huile pouvait être intéressant. C'est arrivé 2 fois et vous êtes toujours là. D'où ça vient cette capacité à résister? Je sais pas. Alors moi, je déteste la paranoïa. Donc je me dis, ne prends pas ça. Et un ami me l'a dit, un berger du coin, il m'a dit, ne le prends pas personnellement. Alors on repart dans les accords Toltec, ne rien prendre pour soi. Alors, mais bon, on m'a quand même pris mon huile et mon filet, parce que dernièrement, c'était les filets. Je sais pas, si on devient parano, on dit ils veulent que j'arrête et tout. Alors là, on piqué dans son orgueil, on dit ben, je vais rester encore plus. Et si on ne prend pas pour soi, on dit ben, fallait que je ferme un petit peu mieux mes terrains, fallait un peu arrêter de croire qu'on est encore en 1970 et que tout le monde se connaît, que tout le monde s'aime. Aujourd'hui, c'est des sociétés qui se délitent, qu'on le veuille ou non. Et donc forcément, ben, y a la place pour une sorte de délinquance paysanne ou une délinquance rurale dont on ne parle jamais, mais qui existe clairement, qui va aller, il y a peu de temps, il y a un monsieur qui est mort là dans mon village, un monsieur adorable qui n'avait pas de descendants. Mais pendant son enterrement, des gens ont trouvé bon d'aller lui vider sa maison, de la tronçonneuse à la débroussailleuse en passant par les poules. Donc à partir de là, on peut parler d'une délinquance paysanne ou d'une délinquance rurale, de quelque chose qui a raté, d'un fil qui s'est coupé et d'une société qui ne se solidarise plus. Vous avez une alarme maintenant au moins? Alors j'ai mis des caméras, mais elles ne marchent plus déjà. Donc je pense que c'est mon destin de aussi de lâcher prise, de dire que quand je ferme mon écurie, il faut que j'accepte que peut-être il manquera quelque chose le lendemain. J'ai pas envie aussi, parce que moi je suis quand même une anxieuse, et quand j'ai commencé à avoir peur, après on ne dort plus la nuit. Après moi la nuit, je suis seule ici tous les soirs, il fait nuit tous les soirs, et après j'avais plus envie d'être là la nuit. Enfin l'embêtant c'est que mes chevaux, je peux pas leur expliquer que l'hiver ils vont manger à 16h parce qu'après j'ai peur de rester seule dans le noir. Donc j'ai un peu pris mon courage à 8 mains et je me dis ben, continue, et ce n'est que c'est accessoire et ce n'est qu'épisodique. Ce sont que des bouts de chemin tordus et le chemin reste quand même très beau. Avant de revenir à ce que tout ça vous coûte, je veux qu'on parle de vos collaborations musicales parce qu'elles dessinent une autre face de votre trajectoire. Vous avez une carrière musicale et artistique extrêmement riche et variée avec des scènes qui dépassaient largement les plusieurs milliers de personnes. Quand vous rentrez à Lorca aujourd'hui, comment on habite ces deux réalités entre celle de l'artiste connu et reconnu et celle de l'agricultrice? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension absurde? Oui, souvent je dis que je dois être... je pense, pardon. Excusez-moi. Je pense que je suis un peu une schizophrène parce que j'ai un côté très... J'adore les gens et j'aime beaucoup parler pendant des heures et j'adore défendre ce qu'on fait, faire un clip, trouver mon équipe de musiciens, s'occuper des billets, de la tournée, de qu'est-ce qu'on va faire, de la prochaine chanson. Et d'être bien habillée, proprement, avec des beaux habits. Ça, c'est un peu accessoire ce que je raconte, mais c'est vrai, être coiffée, voilà. Et après, il y a un côté comme si on réouvrait la porte au cheval du centre équestre et qu'il pouvait repartir dans le maquis. Et après, repartir chez moi, cheveux lâchés, pas coiffée, pas maquillée, et m'occuper de mes bêtes.
C'est deux vies, mais je suis très binaire depuis toujours. J'ai une dualité. J'adore New York et son fracas et j'adore le tard et son silence. Donc, ça a toujours été ça. La ville qui ne dort pas contre Ouais. le coin qui dort tout le temps, peut-être. Ouais, j'adore. Ou du moins où tout J'adore. se passe la nuit. Ouais, voilà, j'aime les écarts, j'aime les grands écarts, alors que je suis pas souple du tout. Je suis assez souple cérébralement et humainement, mais je suis très raide dans mon corps. Et ben pourtant, j'aime le grand écart, j'aime être sur une scène le vendredi soir, même si maintenant c'est plus rarement, bien sûr, qu'avant, de fait. Mais j'aime le lendemain retrouver mes chevaux parce qu'il y a une vérité avec les bêtes, qu'on le veuille ou non, qu'on aime les bêtes ou pas. Il y a une vérité, celle du temps, celle de la nécessité. Il faut être là au bon moment, il faut écouter, il faut pas parler trop. Et il n'y a pas de verbage, il y a que de l'acte et de la présence. Vous avez collaboré avec Aviletta pour l'opéra Ulysse sans terre. Oui. Ulysse, justement, c'est ce héros de l'errance et du retour impossible dans une île. Pour quelqu'un qui a planté des oliviers dans son village, ce titre sonne comme une contradiction pour vous ou pas? Ulysse sans terre, le retour, ce magnifique opéra qu'on avait fait avec Aviletta, où j'ai souffert parce que travailler avec Aviletta, chanter de la polyphonie, c'est un fait. Arriver à travailler avec Aviletta, c'en est un autre. Et c'est un très beau souvenir artistique et humain parce qu'ils nous ont partagé leur spectacle autour d'Orlando Furioso avec beaucoup de générosité et de bienveillance. Je remercierai jamais assez ce groupe que j'apprécie aussi puisqu'ils éveillent les consciences. Et ben, j'ai toujours aimé Ulysse. J'ai lu l'Iliade et l'Odyssée quand j'étais enfant ou adolescente. Et je m'y reconnais beaucoup dans ces pérégrinations de grec et de mythologie. Parce que j'ai toujours eu une lecture très cosmogonique avec j'adore les mythologies, j'adorais la grecque et j'adore aussi l'égyptienne. Et quand j'étais enfant, j'avais l'impression que les vrais dieux sur terre étaient l'Olympe et Zeus et le reste. Donc je pense que ce que ça m'a appris, ces lectures hellénistiques un peu, c'est le chemin, la quête. J'ai toujours donc vu ma vie comme un conte dans lequel il y avait le problème, les adjuvants pour aider à régler le problème, l'épreuve, 1, 2, 3, 10, 15, ça dépend les héros. Je ne suis pas une héroïne, mais je suis l'Ulysse de ma vie, c'est-à-dire que sur ma barque, je mène la danse et malgré les tempêtes et les sirènes très alléchantes, je continue ma route. Et peut-être que j'ai trouvé mon Ithaque avec l'orque. C'est l'endroit où peut-être je m'attendais depuis toujours. L'endroit où peux être vraiment moi, où on ne m'en veut pas d'être soit trop effrontée, soit trop libre, soit trop bavarde, soit trop présente, soit trop absente. Je peux être ce que je suis. Vous avez collaboré avec des très grands noms comme Bernard Lavilliers ou Thomas Dutronc. La Corse attire des artistes continentaux comme une source où se ressourcer. Est-ce que la Corse reçoit quelque chose en échange ou est-ce qu'elle se laisse boire simplement? Je ne saurais pas comment vous dire. J'ai participé à ce projet Corso Mezzo Mezzo où j'ai eu la chance de chanter en duo avec Thomas Dutronc. Je me demande encore si c'est un projet qui a une portée uniquement communautaire et collective ou si ça a un intérêt à titre personnel. Moi, j'y trouve mon compte, même si je sais que beaucoup de personnes décrient le projet. Ça ne plaît pas à tout le monde, en tout cas, et c'est comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je le trouve concret, ce projet, déjà, parce qu'il prend des Corses, il les déplace sur des scènes où, il faut le dire, on n'irait pas forcément, nous, tout seuls. Je suis pour la beauté, donc quoi qu'il en soit, des milliers de choristes avec 150 chanteurs et des gens qui communient autour de nous, je trouve ça extraordinaire. Et donc, et chanter avec Thomas Dutronc, pour moi, c'était impossible de dire non, parce que pour moi, c'est un grand artiste et c'est aussi c'est aussi un grand ami. Donc, est-ce que ça répercute quelque chose vraiment sur ma vie professionnelle? Je ne pense pas. Est-ce que ça fait plaisir d'échanger avec des grands chanteurs et chanteuses, toujours, qu'ils soient français ou espagnols, gitans, marocains? Je n'en ai guère grand-chose à faire. Moi, ce que j'aime, c'est juste le moment d'échange. Et je n'en attends pas plus. Donc, du coup, ça ne suscite chez moi pas grande frustration si, en fait, après l'Accor Arena, je pars pas en tournée à Wembley et à Washington en passant par Rio.
Ce que je sais, c'est que déjà le moment, que ce soit avec Icare ou avec Dutronc, le moment a été partagé dans la sincérité et c'est ce qui me convient comme artiste. Dans tout ça, hein, les grandes scènes, les chevaux, les oliviers et bientôt un deuxième album, il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée directement. Vous avez fondé une entreprise agricole, constitué un élevage, produit de l'huile d'olive, géré une écurie et maintenant aussi des ruches, dans un secteur où les femmes, chefs d'exploitation, restent minoritaires. Vous avez fait ça à partir de presque rien dans un territoire rural et en parallèle, vous chantez, vous préparez un album. Est-ce que le fait d'être une femme change quelque chose à la façon dont tout est reçu ici par les institutions, par le secteur agricole et par les gens du coin? C'est une immense question. On aurait pu y consacrer un podcast entier avec des sous-questions à loisir. Mais si je dois répondre brièvement, pour moi, je me considère même comme dans le chant corse, pas du tout comme une femme qui doit défendre une jante féminine acculée et minorée. Et en même temps, je me rends compte quand même qu'il y a une différence entre un homme et une femme aujourd'hui encore en Corse, que ce soit dans le monde agricole, où j'ai pas forcément toujours le droit de citer. Je pense pas que ce soit aussi facile que je ne le pensais en fait. Donc je me rends compte quand même aujourd'hui qu'être une femme, et moi surtout je pensais être sans prétention une femme qui dit toujours ce qu'elle pense, c'est pas forcément toujours encore très bien reçu. Ça m'a valu quelques déboires. Mais je ne changerai pas. Et justement, encore une fois, ça c'est aussi peut-être du transgénérationnel. Je pense que j'ai beaucoup de femmes dans ma famille qui se sont tues. Et il est hors de question que je fasse de même. Donc je parle. Est-ce que vous avez dû vous battre 2 fois plus? Peut-être pas 2 fois plus, mais déjà, je ne Mais sors pas d'une plus. famille d'agriculteurs. Donc déjà, je suis une femme non héritière d'agriculteurs, non héritière d'agriculteurs. Donc je n'ai aucun bagage agricole, si ce n'est l'amour que mes parents ont pour leur terre et la connaissance très fine que ma mère et que mon père ont de la faune, de la flore et de la tradition. C'est des gens qui ne sont pas dans la revendication, mais leur militantisme à eux, c'est d'être corse en toute simplicité, avec beaucoup d'amour. Et donc... ils m'ont juste donné ça et les terrains, et le terrain de ma mère qui donc m'a été confié pour faire ce projet. Donc c'est déjà une grande chance. Donc je dis que je viens de rien, je viens quand même de ça, ce qui est aujourd'hui une chance absolue quand on voit combien on peine pour avoir un terrain. Mais je sais pas si j'ai dû me battre. Ça a été une. En fait, j'ai ce vrai problème et je le répète. Quand j'ai eu une difficulté, je ne m'en rappelle pas. Et donc, ça semble beaucoup plus simple a posteriori. Mais je sais que j'ai quand même bien ramé pour différentes choses, notamment l'installation agricole, pour être reconnue, pour être acceptée, pour être respectée, pour être aidée au quotidien. C'est pas toujours facile. Mais le côté optimiste fait que je brave un peu ces aléas sans trop de complexité. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vous ont pas cru capable de tenir tout ça à la fois et qu'est-ce que ça vous a motivé à faire? Ça vous a fait douter? Vous avez voulu plus vous engager? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jours, hein, il y a des gens qui disent oui, mais bon, tu comprends, tu fais beaucoup de choses, donc, n'est-ce pas? Tu fais beaucoup de choses, donc je sais pas si, voilà, on a du mal à me croire un peu comme si j'étais une sorte de mythomane de l'activité. Et bon, déjà, je sais m'entourer de gens, que ce soit des collègues, des stagiaires, des employés, et j'ai une famille aussi qui m'aide. Et puis, je pense que la passion donne vraiment la force de faire beaucoup plus d'heures qu'à 35 heures. C'est comme ça. Et aujourd'hui, ben, moi, je n'ai jamais su choisir. Donc, en fait, je n'ai que le choix, qu'un seul choix, c'est de faire tout ce à quoi j'aspire. Donc, ça ressemble à un grand tourbillon. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais je le fais très consciencieusement. Je ne veux pas aussi mettre les charrues avant les bœufs et je fais très attention à ne pas non plus me saturer pour faire un burn-out agricole. Mais j'ai appris les abeilles et puis j'ai eu la chance de finalement en acheter. J'ai appris les chevaux, j'ai eu la chance d'en acquérir. Et maintenant, le seul but que j'ai, c'est d'arriver à garder tout ce petit monde en santé, parce que c'est pas rien, que ce soit pour les abeilles, les chevaux, les chiens ou le reste. Et continuer. Mais oui, je pense que des fois, j'ai dû faire peur à vouloir trop étreindre. On m'a sûrement dit que j'allais me tromper. Mais finalement, la vie a montré que quand on veut, inexorablement et inéluctablement, on peut. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous portez, ça a un coût et ça interroge sur cette phrase que vous avez dit plusieurs fois, celle que votre vie serait un éternel rendez-vous manqué.
Euh, quels sont ces rendez-vous manqués et qu'est-ce qu'ils ont donné et qu'est-ce qu'ils ont coûté? Alors oui, quand je vous entends dire tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression que j'ai une biographie pareille Bah, à quand celle de même. Daniel Casanova. Non, mais en tout cas, à ma petite échelle, moi, j'écrivais beaucoup enfant dans mes carnets d'enfants. Et je sais que quand enfant, je disais, j'aurai des chiens tigrés, j'aurai des chevaux noirs, ils auront des selles sombres et je vivrai au village. Tellement qu'aujourd'hui, je me demande si je pensais vraiment ça ou si c'était une auto-persuasion, je ne sais pas, mais c'est sûr que je pensais ça enfant. J'ai l'impression que toute porte fermée a été pour moi l'indication que la porte à ouvrir était celle d'à côté. Donc j'ai Ou, par- raté. Oui, ou passer par la fenêtre. oui, exactement, ou le grenier, ou même imaginer échafauder un plan à la Monte Cristo pour creuser à la petite cuillère pendant 2 semaines un tunnel ou 200 ans. Mais oui, j'ai raté, je devais faire un doctorat, il n'a pas été fait pour des raisons un petit peu obscures que je ne saurais encore identifier. J'ai pas pu le faire, je suis partie à la télé. À la télé, je devais partir au journalisme et puis ça n'a pas pu être fait pour des raisons encore très indéterminées qui sont hors de ma responsabilité. J'ai fini encore ce matin alors que je devais être à France 3. Bon, moi je voulais France 3 parce que c'était ma maison, un peu de cœur avec RCFM. J'ai pas pu. J'ai fini par la fenêtre à tous les sens du terme. Et là, je me suis dit, je vais faire de la musique alors. Et donc, c'est ce qui a donné ce premier album, un peu de résilience. Et puis après la musique, j'ai perdu mon équipe. Et j'ai dit, mais c'est pas grave parce que je voulais faire l'agriculture. Donc, de mon côté hyper actif, naît cette boucle jamais bouclée d'envie et de rêve que je m'auto-attribue. Et c'est ça qui est cool. Est-ce que il y a des rendez-vous manqués en particulier dont vous vous dites aujourd'hui que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver? Tous les rendez-vous manqués, que ce soit avec des gens, avec des situations, avec des métiers que je m'étais formellement destinée à moi-même, qui ne seront jamais plus mes métiers. Et en fait, je ne regrette absolument rien. Et je pense que les auditeurs ont des expériences apparentes. Des fois, la porte se ferme. Et moi, je suis très maktoub. C'est écrit. Et Fatoum, nous avons un destin. Et je me tiens à ces tout petits mots qui ont beaucoup de sens et qui s'expliquent très bien avec ma vie. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réussi à construire et que vous portez encore? Je pense, je veux encore faire plein de choses, plus de pédagogie, peut-être plus de formation, recevoir des élèves, donner la foi que j'ai en l'agricole et dans le territoire. Peut-être écrire. J'aimerais bien écrire, mais je ne l'ai jamais fait. J'aimerais bien refaire un média comme vous venez de le faire et je dis vraiment, je ne pourrais que saluer. J'ai toujours rêvé de refaire du média, mais un média dans les arbres, donc affaire à suivre. En tout cas, un média pas clandestin, mais un média à part, comme le vôtre. Voilà, je pense que les médias satellites sont des médias qui ont, je dirais, beaucoup d'importance, tout autant que les médias un peu plus étatiques. Et ces médias satellites, moi, je les écoute beaucoup et je pense que c'est très important parce qu'ils donnent de la respiration au cerveau. Et donc, ensuite, écrire, peut-être les médias, fonder une famille, je pense, à un moment, parce que le temps passe et je ne m'y suis pas attardée plus que ça. et, et puis, rester à côté des miens le plus longtemps possible. J'ai aussi, avec le fait de côtoyer des animaux, c'est bête, mais ça offre une dualité très simple, la vie, la mort. Il y a la vie, c'est bien, profitons, et demain, il y a peut-être la mort. Donc, Cette façon d'avancer, malgré tout, de construire dans le désordre, elle fait écho à une phrase que vous avez déjà choisie vous-même pour vous présenter. Je vais vous la lire. Il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. C'est René Char. Il était aussi résistant avant d'être poète. Il a dirigé un réseau de maquisards. Il a refusé de choisir entre la poésie et l'action, et il a choisi les deux. Vous rêvez ou vous accomplissez? C'est très... La frontière est très... Pour accomplir, je pense qu'il faut rêver. Et on n'accomplit pas sans rêve et on ne rêve pas sans avoir accompli pour se dire que ça vaut encore la peine de rêver. Vous voyez, donc je suis dans une ronde infernale qui me maintient entre mes rêves et mes actions. Et c'est parce Vous qu'il êtes y a eu somnambule? Comment? Vous êtes somnambule alors? Oui, totalement, depuis toujours. Mais c'est surtout que si j'ai pas de rêve dans la vie et qu'il n'y a pas de magie dans mon quotidien, je deviens un petit peu... pas dépressive, parce que je ne suis pas de nature dépressive, mais un petit peu apathique, un peu désabusée.
tant qu'il y a du rêve, tant qu'il y a une envie de faire encore des choses et qu'il y a des belles choses qui se fassent et qu'il y ait du partage et qu'il y ait surtout beaucoup d'amour, même si on dirait que là, c'est des paroles d'évangile, mais pas du tout. Moi, quand je reçois des stagiaires ici et qu'elles apprennent l'équitation de pleine nature, qu'elles finissent avec moi à faire 6 jours de cheval, à comprendre les animaux, à vivre avec mes bêtes et tout, ou qu'elles ont envie d'en faire leur métier plus tard, ben, un rêve se réalise. Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur que la réponse soit ni l'un ni l'autre, ni vraiment le rêve, ni vraiment l'accomplissement? Oui, moi j'ai très peur du fiasco, j'ai très peur de rater, j'ai très peur de la chute. D'ailleurs, il y a un très beau livre de Garcin qui s'appelle La chute. C'est-à-dire qu'à un moment, tout peut s'arrêter. À un moment, je peux vendre mes chevaux et puis devoir m'en aller. On ne sait pas pour X raisons. C'est vraiment le scénario le plus catastrophique qu'on pourrait me faire écrire sur ma vie. Mais il faut accepter que si on est monté à cheval, à un moment, on peut, excusez-moi la métaphore qui était toute trouvée pour une cavalière, mais il y a un art dans la chute aussi et toute cavalcade a pour éventuelle possibilité ultérieure la chute et il faut l'accepter. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez développer, quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, je voudrais rajouter que j'ai beaucoup aimé ce moment avec vous parce que je pense que l'expression, la parole sauveront toujours tout, même les pays les plus en guerre, on peut le voir, ils se soignent et se sauvent par la parole et par la création, par l'art. Donc peut-être que c'est une position d'esthète ou d'idéaliste, mais je pense que l'intellectuel, le fait de recherche, le fait de créer, le fait de chercher sont très salvateurs. Et actuellement en Corse, j'espère qu'il y aura comme un peu encore un relan. Ce relan n'est pas le mot parce que ça fait un petit peu intoxication alimentaire, mais regain d'envie de créer. Et il y a plein de jeunes qui se battent et tout, et j'espère que cela formera comme un deuxième, voire un troisième, parce que j'ai perdu le fil, mais reacquiste ou une envie de riacquisto la lingua, riacquisto il popolo, riacquista tutto ciò che noi abbiamo, ma ça serait bien peut-être un vrai riacquisto de la valeur, de l'intellectuel, de la création, quelque chose, un truc en plus, quelque chose qui nous redonne une corsitude un petit peu désinvolte et sans aucun fardeau, parce que j'ai l'impression que oui, on a acquis, réacquis énormément de choses, mais que des fois ça pèse sur nos épaules, alors que moi je ne voudrais que l'identité ne soit qu'un vecteur de création et d'avancée et de modernité. Donc Qu'est-ce qui amène de la lourdeur? peut-être que la tradition, à un moment, nous rend tous autant que nous sommes des menhirs de Philitose en regardant. La tradition ou le folklore? Oui, le folklore, sûrement, qui était d'ailleurs un de mes mots maudits et bannis de mon mémoire, parce que la tradition est une chose et le folklore est la mort de la tradition, puisqu'on veut la muséifier, on veut la museler aussi, la tradition, par le folklore, en rendant une carte en faisant d'un être, d'un état de fait, d'identité, une carte postale à regarder ou un musée à visiter. Donc je pense que la Corse, de toute façon, comme toutes les identités, doit se réinventer perpétuellement. Et peut-être que là, on a arrivé au bout d'un cycle d'invention et qu'il va falloir encore une fois se réinventer, être capable de. Alors, je ne parle pas d'exil ni de retour, parce qu'on peut réinventer la Corse depuis New York, encore une fois. On peut réinventer la Corse de partout, même depuis sa tête seulement. Je pense quand même qu'elle a encore besoin de lumière et d'espoir et que là, on est arrivé à la fin d'un cycle. Donc, je sens quand même que si on veut quand même garder les jeunes dans le giron de l'identité, leur continuer à faire croire que cette Corse est une terre de potentiel et pas une terre uniquement destinée à s'exiler pour revenir uniquement pendant les vacances, je pense qu'il va falloir remettre un peu de lumière, un peu de joie. Alors ce sont encore une fois peut-être que les paroles de Sainte Diane, et ça je me garderai bien de vouloir être prophète, mais je pense, pour être beaucoup en contact avec les jeunes aujourd'hui, notamment dans les lycées, que pour eux, la culture corse, des fois, s'arrête à 3 chansons. Et alors qu'il y a quand même d'autres choses. Le mur de pierre qui nous entoure, c'est de la Corse. Le chien qui est à mes pieds, c'est la Corse. L'arbre au-dessus, c'est la Corse. Si on veut cueillir des olives, on peut. Mais si on a envie d'être designer et de faire des meubles, on peut aussi. Pour réinventer le tourisme, c'est pas que le tourisme. Il y a d'autres manières, il y a d'autres façons de créer. Donc
là, je pense qu'on pourrait partir sur 3 heures de nouveaux podcasts, mais je pense que la Corse On a le temps, hein. est une terre de potentialité absolument fabuleuse et qu'il faut vraiment rappeler à chacun qu'il a le droit et la possibilité et la force, s'il en a envie, d'inventer sa propre corsitude. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on demande aux gens d'être soit corse, soit de refuser cette identité, de s'en aller, alors que je pense qu'il y a quand même d'autres choix. C'est une c'est comment dire. Le problème pour vous, c'est quoi? C'est une question d'identité figée? Oui, ben, peut-être que le fait qu'on politiquement on se soit assis dans un fauteuil plus confortable qu'avant, peut-être que du coup, vu qu'on est plus dans le confort, on peut avoir tendance à s'endormir. Parce qu'on se dit que démocratiquement, on est arrivé à un certain point. Tandis que le peuple, dans l'inconfort, a tendance à être un peuple qui est, qu'on le veuille ou non, un petit peu plus fort, un petit peu plus soudé. Ou alors je suis une grande romantique et je me trompe peut-être. Mais je pense que c'est pas parce que démocratiquement, on est arrivé à un stade où on peut clairement parler de corsitude, de nation, de peuple, même si on a encore des petits blocages avec Paris. Il ne faut pas pour autant oublier la substantifique moelle de la corsitude, les valeurs, la poésie, le chant, mais l'expression de ce que nous sommes, enfin un peu de création. Je pense qu'il faut faire attention à ce que la création ne soit pas qu'un drapeau que l'on fait virevolter. Il faut aussi faire réfléchir, faire avancer, voilà. Mais après, je trouve que énormément d'artistes encore se battent pour aller dans ce sens-là. Et j'ai plein de noms qui fusent dans ma tête. Mais je pense que ça doit encore avancer. Mais si vous aviez une recommandation d'artiste dont seul vous avez le secret, parce que justement vous suivez avec beaucoup d'attention les jeunes artistes en Corse, qui vous nommeriez? Oh, j'en ai beaucoup à vous donner. Je peux vous citer par exemple Felicia Vitti pour la littérature, que j'aime énormément, au même titre qu'une Sonia Moretti, dans 2 styles totalement différents. Nous n'aurons plus jamais de Diante Ramuro, qui est pourtant, on a des jeunes comme Antoine Parodin qui écrivent parfaitement bien et qui sont d'une poésie subtile à souhait. J'écoute beaucoup de musique, donc j'aime les nouveaux groupes, les petits groupes, ceux qui durent un été, ceux qui durent 10 ans, le tout. Tout ce que je demande, c'est qu'il y ait de la création. Souvent, il y a de la reproduction et pas forcément de la création. Donc voilà, après, je pense à Laurent du groupe La Vinta, que j'aime aussi, qui écrit ses chansons, qui compose. Je pense à mes amis Dodie Duman, qui ont créé un Di Vol et Di Ganson, et qui sort, Di Passion, et qui vient de sortir un album où il y a des reprises, mais il y a surtout de la création, et il y a du texte avec un peu de l'invective aussi, de la demande de prise de conscience. Donc voilà, je regarde un peu tout ce qui se fait. Et je suis contente de voir que le flow et le flux est là. Mais comme je suis une éternelle insatisfaite, je voudrais que ce soit encore plus gros comme flux et plus grand comme fleuve. Il sort quand ce deuxième album alors? Il sortira pour participer à ce mouvement auquel j'aspire de renaissance encore et toujours de ce que nous sommes, nous autres Corses. Il sortira le 8 décembre de cette année. Merci beaucoup, Diana Salicet. Vous avez le titre, vous avez la date. J'ai Pour, tout. pour un auditeur, vous êtes particulièrement privilégié, mais je crois que vous le méritez. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup.